Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à cette 5e soirée du Festival des Libertés en 2018. 2018, une édition consacrée au pouvoir, au complexe du pouvoir. Si on a évoqué le pouvoir à travers les médias, à travers le langage, ce soir, on passe à un autre niveau. On vous propose de discuter, on propose de débattre avec nous de le pouvoir à un niveau plutôt interpersonnel ou institutionnel, un pouvoir qui se concrétise ou qui se matérialise autour d'un concept qui est celui du consentement. Ce débat se place aussi dans une continuité. Il y a un an, on organisait un débat dans le cadre de l'édition précédente autour de violences systémiques envers les femmes. Nous programmons les débats au courant du mois d'avril-mai. On ne pouvait pas savoir qu'en octobre 2017, MeToo et Balance ton port allaient prendre la place qu'ils ont pris. Et voilà, ça nous a confortés dans l'idée de placer ces questions effectivement dans notre programmation et de vous inviter à réfléchir avec nous autour de les différentes manières dont ces débats de société, dites de société, évoluent. En mars 2018, donc il y a quelques mois, nous avons organisé, nous avons proposé au sein de Bruxelles Laïque une doublée de conférences gesticulantes au sein pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Les deux conférencières ont accepté de répondre à une question, d'essayer de définir avec nous ce que c'est le consentement ou en tout cas de l'élargir. Et je vais demander à Dimitri de nous proposer un premier extrait de cette interview. Il s'agit de Julie Tessuto qui a créé une conférence gesticulée intitulée « Ma petite robe rose et Ménibar ». Parce que consentement de qui? De la femme, de nouveau. Enfin, oui, en fait, quand on parle de consentement, c'est la femme qui doit consentir puisque c'est l'homme qui demande tout le temps les faveurs sexuelles. Et donc, c'est encore à nous de devoir faire cet effort-là. Donc, peut-être qu'il faudrait... il y a une espèce de passivité, de consentir à quelque chose. Peut-être, voilà, il faudrait peut-être trouver un autre mot. Et donc, effectivement, consentir veut dire quoi? Ça veut dire capituler, ça veut dire donner le pouvoir à l'autre. On va pouvoir en débattre, en discuter plus longuement dans quelques instants. Une autre conférence gesticulée que nous avons proposée était axée autour du rapport au monde médical. Comment est-ce que les femmes sont confrontées au monde médical? C'est une conférence gesticulée de Catherine Marstein intitulée « La place n'était pas vide » et elle aborde la question des violences gynécologiques et obstétricales, mais je vous invite à écouter Catherine Marstein quand nous avons voulu l'entendre par rapport au consentement dans la relation usager ou peut-être soignant-soigné, c'est peut-être plus adapté. On va regarder l'extrait. C'est d'amener une fille seulement parce qu'elle a ses premières règles à la main de sa mère qui là, elle est alors alliée au pouvoir médical, au gynécologue, simplement parce qu'elle a les premières règles et de la soumettre à un examen gynécologique, une sorte de droit de cuisage du médecin, ça c'est une violence non consentie, mais qui est considérée comme bienveillance, parfois malheureusement bienveillance maternelle ou paternelle, et gynécologique. Voilà. Pour vous donner un peu d'éléments de contexte, comment est-ce que, à travers ces 12 derniers mois, nous avons petit à petit construit cette soirée. Il me reste à vous présenter le panel et donc à vous inviter à découvrir qui va nous accompagner, autour de quels propos nous allons pouvoir construire ces débats ensemble. Et je me tourne alors d'abord vers Geneviève Fraisse. Merci d'être parmi nous. Fraisse, pardon, j'ai un petit accent. Voilà. Vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe et auteur du livre Du consentement, qui a été publié en 2007 et puis réédité en 2017. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ensuite, nous avons Roxane Chinikar. Roxane, vous êtes psychologue et vous faites partie de Psyfem. Vous allez nous en parler ensuite. Et merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Max Nissol, merci aussi d'être parmi nous ce soir. Vous êtes formateur et psychologue au sein de l'association Genre Pluriel. Et vous allez nous expliquer voilà, le but de votre association et comment les questions du consentement sont posées par rapport aux transidentités. Monsieur André Néron, merci d'être aussi parmi nous ce soir. Vous êtes directeur du bureau patient partenaire de l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles et nous avons la chance de vous entendre par rapport à cette proposition de la notion de patient partenaire qui va probablement donner des pistes autour du consentement éclairé et ses limites. Voilà. Nous passons alors à un premier tour d'introduction avec notre première intervenante. La question que j'avais envie de poser, Madame Fraisse, c'était autour de l'importance que le consentement a pris ces derniers temps, notamment après la vague MeToo et Balance ton porc. On a l'impression que parfois on présente le consentement comme la solution, le rempart face aux violences faites aux femmes. Or, ce concept est aussi porteur d'histoire et porteur d'un sens. Quel est l'intérêt en tant que féministe de se l'approprier? Et est-ce qu'il faudrait peut-être penser à d'autres termes qui pourraient venir à côté? Est-ce que le terme accord pourrait être aussi approprié? Merci de vous nous en dire plus pendant les quelques minutes qui suivent. Oui, je vais commencer par la fin. C'est vrai que depuis janvier dernier, j'ai proposé qu'on n'utilise plus le mot consentement, mais le mot accord, c'est-à-dire agreement en anglais, pour les raisons qui sont liées justement à l'analyse que j'ai pu faire, mais historiquement parlant, de deux façons, vous allez l'entendre rapidement, sur le mot consentement. Historiquement parlant de deux façons, c'est-à-dire d'une part, entre ce pourquoi j'ai écrit ce livre il y a plus d'une dizaine d'années, pourquoi il a été réédité en 2017 d'une part, et d'autre part, plus historiquement encore, pourquoi la question du consentement, à partir du XVIIe siècle, est une notion particulièrement liée à notre époque, disons, à l'histoire moderne et à la conception démocratique d'une société. Donc, sur l'histoire, alors il y a l'histoire courte et l'histoire longue. Donc une fois que j'ai dit que pour ma part, ce mot-là n'était pas adapté à la situation, puisque donc, après avoir dit qu'il fallait employer le mot volonté, en tout cas le mot accord est certainement celui qui me paraît le plus clair. Alors sur l'histoire récente, si j'ai écrit ce livre qui est paru en 2007, mais écrit un peu avant, c'est à cause des débats qui étaient liés dans les années 90, au débat sur d'un côté le port du foulard, de l'autre côté la prostitution, qui disaient tous les deux avec le même argument, et moi, la philosophe qui travaille sur la pensée féministe, évidemment, je cherche les concepts et non pas seulement les catégories ou les identités. C'était « puisqu'elle consent, où est le problème ?» Donc le « puisqu'elle consent, où est le problème ?» d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique, je pouvais comprendre. On n'avait pas à discuter de la vérité du consentement d'une personne, notamment des féministes de mes amis discutaient le vrai et le faux consentement, etc. J'étais contre. Je pensais que si un sujet parlant dit « je consens », il dit « je consens ». Mais en revanche, commençait pour moi la question à ce moment-là. Elle n'était pas réglée pour autant, elle commençait à ce moment-là. Comment ça se fait que dans deux domaines séparés, où moi, comme intellectuel, on me disait « alors, vous êtes pour ou vous êtes contre? Quelle est votre opinion ?» Je dis « attendez, la question, ce n'est pas mon opinion, la question, c'est quel est le problème posé ?» Et le problème posé, c'était si l'argument du consentement est un argument individuel, oui. Est-ce un argument politique? Telle a été ma question. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre. Par ailleurs, c'était le moment où, autour des années 2000, j'ai eu une parenthèse inattendue dans le monde politique, puisque j'ai été députée au Parlement européen de 1999 à 2004. Et c'est notamment parce que j'ai entendu cette réflexion dans l'hémicycle, à Strasbourg en particulier, puisqu'elle consent où est le problème, que mon sang de philosophe n'a fait qu'un tour. Et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas raisonner politiquement comme ça. Est-ce un argument politique? C'est comme ça que j'écrirai ce livre. Alors c'est là où ça me fait... Donc je continue sur l'histoire récente. Donc je vais écrire ce livre, c'est ce qui se passe autour des années 2005-2007. Puis ce livre va être épuisé. Donc au printemps 2017, avec les éditions du Seuil, nous décidons de le réimprimer, puisqu'il est épuisé. Et il est programmé pour être en librairie le 19 octobre 2017, c'est-à-dire la semaine
MeToo, ce qui était quand même absolument incroyable. Et entre-temps, j'avais écrit un épilogue qui s'appelait « Et le refus de consentir », et non pas le refus de consentir individuel, mais là encore politique, et j'y reviendrai si j'ai le temps, c'est-à-dire comment des femmes, se sentant, je ne sais pas, de Louise Michel en passant par Virginia Woolf jusqu'à Monique Wittig, ont pu expliquer en quoi elles n'appartenaient pas à la société qu'on leur imposait, donc elles étaient dans le refus de consentir au contrat social ou au contrat sexuel, comme il faut dire, parce que sous le contrat social, il y a un contrat sexuel, donc on est bien dans l'association d'une société et non pas seulement des rapports individuels, c'est là où je me sépare de la question, mais voilà. Entre-temps, donc j'ai écrit ce livre. Ce livre, comment je l'ai fabriqué? Comme j'ai fabriqué tous mes autres travaux, c'est-à-dire que si j'extrais d'un débat public ou d'un débat historique un problème, c'est-à-dire un terme, comme dirait le philosophe Gilles Deleuze, c'était le mot consentement. Qu'est-ce que le consentement à partir du XVIIe siècle? Une chose très simple et très compliquée, c'est je choisis et j'accepte. Je veux et je n'en peux mais. C'est-à-dire c'est un double sens. Ça a le sens de la décision, du choix de la volonté, et ça a le sens du rapport de force. Ces deux sens sont en permanence dans les définitions du consentement. Ça, c'est un premier aspect des choses. Le deuxième aspect des choses était qu'à partir du XVIIe siècle aussi, où on va penser notamment de façon politique la question du divorce, c'est-à-dire du divorce comme étant fabriqué non pas pour des raisons factuelles de tromperie, qu'elles soient reliées à la religion ou pas, adultère, etc., mais comme le dit le poète Milton en 1643, dans un livre du divorce qui n'a été traduit en français qu'au début des années 2000, c'est-à-dire pratiquement 300 ans après, plus de 300, c'est un défaut de conversation. C'est-à-dire il faut le consentement mutuel. Par le divorce, c'est-à-dire par le négatif, et pas par le positif, rentre l'idée de la mutualité du consentement entre deux êtres. Hétérosexuels, donc femmes et hommes, on dira pour le moment. Donc on a là l'idée d'une symétrie, d'une réciprocité, d'une mutualité, mais qui entre dans notre histoire moderne et contemporaine, donc comme j'insiste beaucoup là-dessus, par le négatif, puisqu'on le retrouvera dans la pensée du divorce sous la Révolution française en 1792, premier argument du divorce, le consentement mutuel. C'est là où va intervenir l'histoire des femmes, c'est que ça sert surtout aux femmes plus qu'aux hommes, et ça tout le monde va s'en rendre compte très très vite dans les années de la Révolution et juste après la Révolution. Et nous retrouverons, le divorce va être aboli, je vous passe tous les détails, nous retrouverons le consentement mutuel dans le droit français qu'en 1975, c'est-à-dire exactement 200 ans après. Donc on a, deuxième fil, le premier fil, c'est l'ambiguïté de la définition du mot de consentement. Le deuxième fil, c'est la question d'une éventuelle, disons, accroche de la question du consentement mutuel à la question de l'égalité, via la symétrie et la réciprocité. Ça, c'est le deuxième fil. Le troisième fil, qui quand même ressurgit et ne cesse de ressurgir jusqu'à aujourd'hui, c'est la question de l'absence de symétrie du consentement, dont MeToo a montré effectivement là beaucoup les choses, mais qu'on entend très très bien dans ces 2 derniers siècles aussi, de plusieurs façons. Et l'argument que je préfère prendre, enfin plutôt la référence plutôt que je signale, c'est tout simplement celle de, je pense encore le petit Robert au début des années 2000, disant à l'adjectif substantivé consentant, 2 points, ne se dit guère que des femmes. Donc il y a effectivement, mais ça a été dit, une sorte d'attribution du problème du consentement au sexe féminin. J'en profite pour vous donner une citation de Nietzsche, tirée du Gai Savoir, paragraphe 68 si vous voulez vérifier. La nature de l'homme est volonté, la nature de la femme est consentement. Telle est la loi des sexes. En vérité, dure loi pour la femme. Donc l'opposition entre volonté et consentement, donc entre l'homme et la femme, qu'on va décliner sous la forme effectivement du fait que le terme de consentement serait affecté au sexe féminin, ce qu'on peut entendre dans les conversations de bistrot. Est-ce que vous entendez parler du consentement masculin? Difficile. Donc il y a quand même une asymétrie. Donc après que je vous ai parlé, 1 de l'ambiguïté, 2 de la réciprocité, de l'éventuel rapport du consentement à la pensée de la démocratie, 3, il y a l'histoire longue de l'affaire sexuelle qui fait qu'il y a là une asymétrie. Et cette asymétrie, j'aime souvent citer, à propos du consentement, l'idée de cette philosophe qui s'appelle Carole Patman et qui a écrit ce livre, Le contrat sexuel. Sous le contrat social, il y a un contrat sexuel. Ce contrat sexuel, c'est quoi? C'est que le corps des femmes est à la disposition des hommes. Sauf que ce n'est pas écrit par nos penseurs du contrat social.
On peut distinguer comment ils parlent des femmes, ces différents auteurs du contrat social, et je pourrais vous prendre Rousseau ou d'autres dans la discussion. Mais l'idée, c'est que donc, ça veut dire que ce n'est pas tellement la question du droit du père, ce n'est pas la question du droit du frère, on a tellement insisté avec le mot patriarcat sur ce droit familial, c'est plutôt que d'abord, le corps des femmes et les femmes ne sont pas pensés dans ce qui va être le soubassement de nos sociétés, à savoir le contrat social. Donc là, d'une certaine façon, ce corps est à la cave. Et MeToo, c'est la subversion de ce corps collectif, non pas de ces corps individuels, mais de ce corps collectif. Et j'insiste, parce qu'on parle beaucoup trop de la question des réseaux sociaux, puis ça serait Hollywood. Comment MeToo est rendu possible, c'est-à-dire comment, ce que j'appelle la prise de parole, je me suis encore disputée dans une émission de télévision récente avec l'histoire qu'il fallait parler de la libération de la parole des femmes. Ah bon, je demande toujours, elle est libérée par qui? Ça, il faudrait bien le savoir. Elle est libérée par elle-même. Donc ça s'appelle prendre la parole. Donc si les femmes prennent la parole, on n'a pas libéré leur parole. Elles ne se sont pas libérées par une sorte de passivité ou de sens comme ça, à la troisième personne du singulier. Non, elles ont pris la parole, et cette parole, elles la prennent pour une raison extrêmement simple, et que moi, j'ai moi-même expérimenté à force de discuter de MeToo toute l'année dernière, à cause de la réédition de mon livre qui est tombée, c'était pas prévu pile la même semaine que le déclenchement de l'affaire Weinstein, c'est sur la question de l'autonomie économique. Il faut une certaine autonomie économique pour que les femmes puissent prendre la parole. Et je suis moi-même, finalement, une sorte d'exemplaire de ça, puisque j'ai fait une carrière dans la fonction publique, d'abord comme professeur de philosophie, puis chercheuse au CNRS, toute ma carrière donc jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai donc été à la fois molestée par mes collègues, parce que je traitais d'un sujet franchement à la fois négligeable, méprisable et je sais pas quoi, mais j'étais payée par la fonction publique et on ne m'a pas virée. On ne pouvait pas me virer. C'est pas qu'on m'aurait viré, de toute façon, ce n'est pas pensable. Mais finalement, c'est ce qui m'a permis d'écrire sur la question de l'inégalité des sexes, du féminisme, etc., toute ma vie. Et ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu une autonomie économique. Donc la question de la prise de parole de MeToo et de poser la question du consentement vient de là. C'est sur la possibilité qu'économiquement, les femmes... Et après, c'est pour ça que les filles de McDo aux États-Unis récemment, il y a quelques semaines, pouvaient dire maintenant c'est nous MeToo aussi, alors qu'on peut dire aussi, les mêmes pourraient dire ailleurs, ça a été dit en France, ben oui, mais moi, je n'ai pas les moyens de prendre la parole. C'est vrai que cette question est essentielle. Donc, pourquoi parler du mot accord? Pour sortir de cette opacité assez géniale. Alors, dans mon livre, je ne traite pas seulement de cela, je traite aussi après... j'ai construit le livre sur les vertus du consentement, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué sur consentement mutuel, etc. Mais je n'ai pas fait les vices, j'aurais pu faire les vices du consentement, c'est-à-dire comment ces vertus sont détournées du bon usage. Mais pas du tout. Ma deuxième partie, c'est appelée les défauts du consentement. C'est-à-dire qu'est-ce que le consentement, notamment, je l'ai évoqué avec l'histoire du contrat sexuel et du contrat social, quand le consentement concerne le politique. Et on parle aussi du consentement des dominés. On parle du consentement au pluriel, et notamment dans toutes les fins de colonisation et guerre d'indépendance, on a beaucoup discuté autour des années 50-60 de ce que c'était. On reprend aujourd'hui la servitude volontaire de la Boétie, mais on a eu un moment historique très précis sur la question du consentement des dominés par rapport à la colonisation et aux guerres d'indépendance, qui nous concernent aussi bien en Belgique qu'en France, Dieu sait comment. Donc là aussi, c'est quelle est finalement, est-ce qu'il y a consentement des dominés ou est-ce qu'il y a résistance des dominés et quel type de résistance? Donc c'est là où on voit que ce mot est particulièrement difficile. Et en fait, mon livre était construit, je le disais au tout début, pour me poser la question, vous poser la question, du consentement est-il un argument? Réponse, oui. Est-il un argument politique? Réponse, difficile. L'argument politique, c'est quoi? Ça veut dire, puis-je construire le monde de demain avec l'addition des consentements? Est-ce que c'est ça qui va formuler la possibilité d'un autre rapport? Rapport sexuel, mais pas seulement. Rapport social, je le disais à l'instant. Donc, toute cette question, en fait, dans mon livre, je ne répondrai pas à cette question. Et c'est pourquoi je terminerai, j'ai encore quelques instants, par l'épilogue que j'ai fait donc, en mai 2017, qui était le refus de consentir. Pourquoi, moi qui travaille toujours sur l'émancipation, et donc pas du tout sur la domination, c'est un choix épistémologique
assez puissants, notamment liés aux gens avec qui j'ai travaillé quand j'ai commencé dans les années 70, notamment avec Jacques Rancière, par exemple, quand on faisait cette revue qui s'appelait Les Révoltes logiques, c'est-à-dire sur l'idée qu'il faut analyser l'émancipation. Donc comment on peut analyser l'émancipation si là, moi, je m'étais rendue prisonnière. Au fond, j'étais partie d'un discours d'émancipation, puisqu'elle consent, où est le problème, pour aboutir à une question politique sur puis-je construire une société sur l'addition des consentements individuels. Donc en gros, tel ou tel sujet serait comme ça valide parce qu'il y aurait une addition des consentements. Donc je me suis dit, puisque j'avais la possibilité de réécrire un texte avec l'accord de mon éditeur, de le faire sur le refus de consentir. Et dans ce cas, il ne s'agissait pas pour moi de prendre des exemples personnels de résistance individuelle, mais de ce que c'est qu'une résistance collective. Qu'est-ce qu'une résistance collective quand on est une femme ou des femmes, ou la catégorie femme dans la hiérarchie de nos sociétés sexuées, c'est quoi? Et là, j'ai commencé par exemple, Louise Michel qui dit, d'accord, au lendemain de la Commune, elle est devant son tribunal, elle va être jugée, envoyée en Nouvelle-Calédonie, donc elle est en prison, et elle dit, bon, vous allez me juger, mais moi je suis une femme, vous êtes des hommes, on n'appartient pas au même monde, moi j'ai rien à vous dire. Ce que redira une pacifiste de la guerre de 14, Hélène Brion, féministe très connue, pacifiste. Elle est tellement pacifiste, cette institutrice féministe, qu'elle passe en conseil de guerre à la fin de la guerre. Elle dit quoi? Elle dit, attendez, vous me faites passer en conseil de guerre. Mais je ne suis pas citoyenne. Alors, je ne suis pas citoyenne et je passe en conseil de guerre. Il n'y a pas une petite erreur quelque part? Donc, je n'appartiens pas à votre monde. C'est ce que dira Virginia Woolf dans Trois Guinées, en proposant sa société des marginales, alors qu'il faudrait qu'elle prenne parti contre la guerre, soutenir les efforts contre la guerre, etc. Elle dit, mais attendez, moi, je n'appartiens pas à cette société-là. Donc, j'ai poursuivi comme ça le fil en passant par Monique Wittig, qui, elle, veut échapper au contrat hétérosexuel, en disant ce contrat social est un contrat hétérosexuel, mais moi, ce contrat hétérosexuel ne me concerne pas. Donc, je fuis, je vais sortir de ce contrat hétérosexuel. Donc, ce refus de consentir, je l'ai pris, et puis je vais jusqu'à Coco Fusco, qui est une artiste contemporaine américaine, se posant la question de ce que c'était que la violence d'une femme militaire à Abu Ghraib, humiliant des hommes, voilà. Et je terminerai par elle, qui est une sorte de figure qui dit, ben alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à cette société militaire qui peut humilier? Alors va-t-elle y arriver ou pas? Enfin, je ne peux pas vous raconter tout cela, mais donc c'est ainsi que, au fond, le refus de consentir, pour ma part, je l'ai interrogé d'un point de vue non pas simplement de lutter pour l'émancipation, etc. Mais qu'est-ce que refuser de consentir? C'est peut-être, pour les femmes, je ne suis pas de ce monde-là. Alors c'est pour ça qu'on prendra le mot accord et pas consentement, pour finir. Merci Telle est beaucoup. ma proposition. C'est une première proposition fort intéressante. Merci beaucoup pour cette introduction qui, effectivement, ouvre pas mal de perspectives intéressantes, qui déplacent la question de l'interpersonnel au politique. Et c'est toujours dans cette idée-là que j'ai envie de me tourner maintenant vers Roxane Chinnicar, puisque en tant que psychologue, il y a des questions, des tensions entre le personnel et les politiques dans votre pratique clinique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Donc déjà, merci beaucoup Paola pour l'invitation. Merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe du Festival des Libertés. Et je suis très contente de partager ici les réflexions avec les invités. Donc effectivement, vous me posez la question par rapport aux tensions entre la dimension interpersonnelle et la dimension politique. Moi, le tout de mon propos, je vous donne déjà la conclusion. En gros, c'est que ces dimensions sont toujours là, omniprésentes. Et ce qui est difficile en tant que psychologue dans des processus d'individualisation des questions, c'est comment, dans l'espace thérapeutique, continuer à penser ces dimensions tant individuelles, collectives que politiques ensemble. Et donc, je suis effectivement psychologue clinicienne. J'ai travaillé en institution de santé mentale. Et pour le moment, je travaille en cabinet privé sur Molenbeek. Depuis 2 ans, j'essaye aussi de mettre en place tout un réseau de psychologues féministes, le réseau Psyfem, qui propose des supervisions, qui propose des conférences, des analyses à destination des professionnels du monde thérapeutique pour réarticuler les dimensions individuelles, collectives, politiques de la vie humaine dans nos espaces professionnels.
Et ça part du constat que la psychologie est habitée, comme beaucoup de sciences humaines, toutes les sciences humaines, d'une contradiction majeure, d'une contradiction entre disciplines normatives, disciplines qui cherchent à maintenir les systèmes d'exploitation, de domination et d'aliénation. Donc les systèmes d'exploitation, c'est le système capitaliste qui utilise la force de travail de la majorité de la population au profit, la majorité de la population qui n'a pas d'autre choix que de fournir sa force de travail au profit d'une minorité de la population. Et pour ce faire, elle doit s'articuler à des systèmes de domination. Donc il faut, pour exploiter des individus, il faut pouvoir les dominer, il faut pouvoir les opprimer. Et pour les dominer et les opprimer, il faut pouvoir se soutenir d'un système d'aliénation. Qui empêche les personnes de se rebeller, qui empêche les personnes de se rassembler ensemble. On parlait de la dimension économique. Voilà, si j'ai pas les moyens, je n'ai même plus les moyens d'être militant. Pour être militant, il faut des moyens économiques. Donc il y a une tension entre une pratique normative, une pratique disciplinaire, et une pratique qui pense l'émancipation. Donc on évoquait effectivement la psychologie, elle est contemporaine d'une époque où le singulier, l'individu prend de la place, prend de l'importance. Comment est-ce qu'on pense les singularités, comment on pense les subjectivités, et comment est-ce qu'on alimente des espaces de créativité, comment est-ce qu'on construit des espaces où on ouvre l'éventail des possibilités, où on soutient des désirs qui sont non normatifs dans l'espace thérapeutique, mais dans la société dans son ensemble. Donc une psychologie qui considère que pour soigner les individus, il faut avant tout soigner les institutions, la société. On a connu ces mouvements dans les années 70-80, on en est encore alimenté, mais voilà, tout est de nouveau une question d'histoire, de rapport de force. Donc dans le premier temps, je voulais aussi rebondir sur ce qui m'avait marqué au moment du mouvement MeToo. Comment est-ce que les violences sexuelles sont dépolitisées, extraites de la question des rapports de pouvoir, pour en faire des questions de psychologie et des questions individuelles qui, la plupart du temps, culpabilisent aussi les victimes de violences. Justement, en posant la question en mettant, c'est pas tellement que la question du consentement n'a pas de sens, mais c'est qu'on la met systématiquement au centre. Donc Patricia Romito, une psychologue italienne, elle explique dans son livre « Un silence de morte, les violences masculines occultées », qu'une des stratégies phares de l'invisibilisation des violences masculines, c'est de les médicaliser, c'est de les considérer comme des problèmes de santé publique, c'est-à-dire uniquement des problèmes de santé publique, plutôt que des problèmes politiques, aussi politiques. C'est considéré, par exemple, que les auteurs de violences sexuelles sont des psychopathes, des pervers sexuels, etc., qu'il faudrait soigner, traiter, pour masquer en fait les systèmes qui légitiment, voire encouragent les violences de genre. Donc, dans les débats télévisés sur les questions de violences sexuelles, de plus en plus, on voit, regardez les plateaux télévisés, c'est des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, etc. Or, les processus psychologiques ne permettent pas de comprendre comment les violences de genre, les violences racistes, les violences liées à l'exploitation salariale sont l'exercice de systèmes d'oppression et en même temps la condition nécessaire de la reproduction de ces systèmes. Donc c'est ce que je disais tantôt, pour qu'un système qu'on pourrait qualifier de capitaliste, raciste et patriarcal puisse exister, il a besoin de la violence, des rapports de domination. Et c'est l'exercice même de cette violence qui permet de maintenir le statu quo, qui permet à ces systèmes de rester en place. Pour pouvoir asservir, il faut d'abord pouvoir, et c'est ce que j'expliquais dans les rapports de domination, pour pouvoir asservir, il faut d'abord pouvoir déposséder de force les personnes, les opprimées, de leur humanité, d'une partie de leur humanité, et des moyens de se défendre. Si on prend simplement les femmes, c'est comment est-ce qu'on objectifie les femmes et comment est-ce qu'on considère que se défendre, la violence, c'est pas quelque chose de féminin, hein, que les femmes ont besoin pour se protéger d'autres, que les femmes sont naturellement au service des autres.
Donc c'est déjà quelque chose qui entrave les capacités à poser ses limites, à se mettre en priorité, à mettre ses besoins en priorité. On a aussi une tendance à insister sur les notions de phobie, d'intolérance au niveau individuel, de nouveau. C'est aussi cette fameuse idée que, par exemple, que le racisme, c'est qu'un sentiment irrationnel de certains par rapport aux personnes racisées, c'est-à-dire aux personnes perçues comme étrangères. Et cette idée-là, elle masque de nouveau la dimension systémique, organisée des violences, organisée des systèmes racistes, c'est-à-dire la violence structurelle, institutionnelle, qui se manifeste par les politiques des États aux frontières, qui se manifeste par l'exploitation des personnes racisées, qui se manifeste par les descentes de police dans les quartiers populaires. Donc, il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir avec le mouvement MeToo, c'est que, et ça rejoint ce que Geneviève Fraisse disait tout à l'heure, c'est cette idée de libération de la parole des victimes. Moi, là, ça m'a vraiment embêtée, c'est de nouveau, c'est que moi, je fais plutôt le constat dans mon travail que les victimes, elles parlent. Sinon, on n'aurait pas besoin, vous connaissez ce slogan, non, c'est non. On n'aurait pas besoin de dire que non, c'est non. On dit non. Les femmes disent non, elles disent non de manière répétée, et c'est pour ça qu'on a besoin de rappeler que non, ça veut dire non. Donc il y a un rapport de pouvoir qui se situe là derrière. Et donc ce qui s'est passé, je veux dire, les femmes, elles disent non auprès de leur entourage, elles disent non auprès des services de police, elles disent non au niveau du CPAS, c'est se battre auprès du médecin conseil, c'est tous ces services du pouvoir d'État auprès desquels on essaye de se faire entendre. Et donc ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, c'est pas que c'est moins que la parole se libérait, mais c'est la question du rapport de force. C'est que les paroles, elles se sont rassemblées. Et donc, on sait très bien que c'est difficile de crier, de se faire entendre vis-à-vis de forces qui ont le pouvoir de choisir quand elles vous écoutent ou pas et qui ont le pouvoir de vous mettre la main sur la bouche. Et donc, c'est ça qui se passe avec le mouvement MeToo. C'est que le rassemblement des forces collectives force à écouter et force à entendre. Moins le fait qu'une parole se libère parce que derrière, il y aurait des victimes consentantes et des victimes qui se taisent. Donc, c'est important à resituer. Alors, les personnes, c'est ce que je disais, les personnes, donc, elles ont victimes d'oppression et de violence, elles ont l'habitude de parler, de dire, etc. Elles sont juste pas entendues. Et ça, c'est une source d'épuisement et d'isolement majeur qui a des conséquences de nouveau, ça rejoint les processus d'aliénation, qui a des conséquences sur l'importance et la valeur qu'on va s'accorder, sur l'estime qu'on a de nous-mêmes et sur l'évaluation que l'on fait de nos capacités d'agir dans une situation. Surtout dans des situations, je le répète, où l'on est dépossédé de nos moyens d'action. En Belgique, en mars 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu ce fameux débat télévisé « Sexe sans consentement ». Pourquoi les femmes n'osent pas dire non ? Point d'interrogation. De nouveau, sur quoi est-ce que les projecteurs vont être tournés ? On insiste aussi, donc voilà, en tant que psychologue, je me dois de relever ceci. On entend de plus en plus, et heureusement, parler de ces situations où, face aux violences, les victimes sont figées, tétanisées. On est dans des processus de dissociation psychique en termes qui font peur, mais donc il y a effectivement des processus qui permettent d'expliquer pourquoi, pour certaines victimes, c'est compliqué de réagir. Et c'est des systèmes de préservation psychique. Voilà. Ok, c'est important d'en parler, mais déjà, c'est pas automatique ces systèmes-là, et de nouveau, il y a quelque chose qui risque de se retourner contre nous et qui participe, selon moi, au statu quo autour des violences. C'est de nouveau remettre les projecteurs sur cette question de consentement plutôt que de recentrer les projecteurs sur les agresseurs. Parce qu'en fait, sans agresseurs, il n'y aurait pas de violence. Donc, la question fondamentale, la question au centre, elle est là. C'est effrayant aussi de constater comment l'expertise psychiatrique prend la place de la parole des victimes que l'on refuse d'écouter.
Donc, c'est valable pour ce que je viens de dire, hein, les questions de processus de dissociation psychique. C'est aussi valable par rapport, moi, je dois rédiger des expertises psychologiques par rapport aux demandes d'asile, hein, pour bien montrer que la personne est en souffrance et que c'est ça aussi qui se joue dans les départs de son pays et son arrivée ici. Pourquoi est-ce que ma parole en tant que psychologue a plus de valeur que la parole de la personne? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas croire et entendre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entendre, en fait, plus que croire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entendre la parole d'une personne? Et donc, on voit aussi le côté pervers où une victime, en fait, la bonne victime, c'est la victime qui est traumatisée. C'est la victime qui ne pourra plus jamais s'en remettre. Hein, alors là, peut-être qu'on peut commencer à la croire, mais une victime de violence qui n'est pas traumatisée, qui continue à pouvoir fonctionner, c'est que potentiellement derrière, il y a quelque chose de pas très honnête. Voilà. Donc un exemple qui a frappé la société espagnole, c'est l'histoire de cette jeune femme qui a subi un viol collectif en marge d'une fête populaire, un viol qui a été filmé par le groupe de garçons qui s'autodésignaient la meute. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, et qui ont bénéficié de la clémence du juge parce que sur la vidéo, la jeune femme ne montrait pas de signes de résistance et que dans les mois qui ont suivi, elle a mené une vie d'apparence tout à fait normale. Ça a heureusement mené à une colère collective en Espagne, mais donc de nouveau, on voit bien l'effet pervers de tout recentrer sur les questions de traumatisme, etc., par rapport et de psychologiser les questions de violence. De nouveau, par rapport au titre sexe sans consentement, il faudra juste rappeler que le sexe sans consentement, ça n'existe pas, c'est du viol. Donc le viol, ça affecte la sexualité, ça affecte l'intégrité sexuelle, psychique et morale des personnes, mais ce n'est pas du sexe. Et il faut que les professionnels soient au clair avec ça. Et il faut qu'ils soient au clair avec ça, d'autant plus que ce qui est compliqué dans la vie des personnes dominées et opprimées, c'est que les violences, elles sont là quotidiennement. Elles sont des plus petites, ce qu'on appelle les micro-agressions, mais sans vouloir les amoindrir. C'est omniprésent, c'est là tout le temps, c'est quand je suis au travail, c'est quand je suis à la maison, c'est quand je suis dans l'espace public, etc. Et donc, ça devient très difficile de mettre la limite entre ce qui est du comportement acceptable et ce qui n'est pas du comportement acceptable. Elle est très compliquée. Et dans le cas des violences sexuelles, elle est aussi compliquée quand on sait que la plupart du temps, c'est de la part de personnes qui sont connues des victimes. Donc c'est de la part de personnes avec lesquelles il y a par ailleurs des liens affectifs, des liens amicaux, etc. Donc c'est nécessaire de la part des professionnels d'être clairs et pour pouvoir combattre l'idée, quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes opprimées, c'est que tant que je ne suis pas morte, en fait, rien de sérieux ne m'est arrivé. Tant que je ne suis pas morte, je ne peux pas encore me dire que ce n'était pas si grave, que je me suis inventée, que je me suis fait des idées, etc. Et ça, c'est vraiment nécessaire de le combattre. Donc pour conclure ce point-là, je pense aussi qu'il faut faire attention, donc remettre les projecteurs du côté sur les agresseurs, de pouvoir se poser la question de pourquoi certains hommes osent-ils violer, pourquoi est-ce qu'un passant ose tirer sur le hijab d'une femme voilée, pourquoi est-ce qu'un propriétaire ose demander les fiches de paye. Et bien sûr, je dirais que la question se retrouve plus de nouveau du côté des rapports de pouvoir. Juste pour attirer ton attention sur le fait que les 15 minutes sont passées. Si tu as besoin de 2 minutes pour conclure... J'ai besoin de 5 minutes. Ok. Le rapport de force. Donc, on réaménagera ça par la suite. Hein. Donc, merci. Oui, j'en prends, je fonce. Donc,
vous avez compris, donc pour moi, il est nécessaire de repolitiser les pratiques psychologiques, puisqu'on est dans un système capitaliste qui carbure aux violences, à l'exploitation, à l'aliénation, et qui cherche à façonner nos modes d'interaction et nos désirs. Donc, de nouveau, c'est ce qu'on appelait, c'est pour parler de l'aliénation. Donc, l'aliénation, ça va jusque dans qu'est-ce que je désire? Est-ce que je suis maître de mes désirs? C'est aussi toute la question. Sachant bien sûr qu'on aura les psychologues et par ailleurs les politiciens, etc., et les sociologues, on sait qu'on aura toujours affaire, et le Festival des Libertés, c'est qu'on aura toujours affaire aux questions de violence et aux questions de rapports de domination. Comment faire en sorte ce à quoi on s'attaque, c'est les violences organisées en système. Si je n'ai plus d'autre choix que de conclure, je compte sur les questions pour aller un peu plus loin, je vais conclure avec cette question, qui ne dit mot consent? Donc bien sûr, pour moi, cette question, il faut de nouveau la resituer dans les rapports de pouvoir. Cette question, elle est utilisée pour dire que les victimes sont consentantes, etc. Moi, là où je la trouve intéressante, la question, c'est pour ne pas évacuer une autre question, à qui tire profit le statu quo des rapports de domination et d'exploitation, de remettre de nouveau les projecteurs sur la classe dominante. Et donc, j'ai de nouveau, je repensais à la phrase connue d'Audre Lorde, je ne sais pas si vous la connaissez, une écrivaine états-unienne, Audre Lorde, qui dit votre silence ne vous protégera pas. Et je conclurai juste avec cette citation, parce que je relisais le passage de son livre. Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtres jusqu'à en vous rendre malade et en crever en silence encore? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot et qui est venue vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre? Merci pour votre attention. Un tout grand merci pour cette exploration profonde, effectivement, le consentement, vers quoi ça nous mène, comment est-ce qu'on peut politiser cette question-là. Ces deux premières interventions nous ont placés, nous ont plongés dans la définition, une tentative de définition du concept, dans l'idée de ce passage nécessaire du privé, de l'interpersonnel vers le politique. Maintenant, c'est là que l'exercice de ce débat devient compliqué. Nous allons passer vers une manifestation spécifique ou peut-être un terrain spécifique des rapports entre des personnes ou des institutions qui ne sont pas égales ou qui ont de pouvoirs différemment répartis. On parle bien de la relation soignant-soigné. Avant de venir nous installer ici, on a eu un bout de débat déjà très intéressant autour de la terminologie. Devons-nous parler des patients, d'usagers, des personnes? Je pense qu'on va y revenir. Il y a quelque chose qui me dit qu'on va peut-être y revenir. En tout cas, cette relation de soins, elle est empreinte d'une inégalité pour laquelle le consentement éclairé a été reconnu comme un des droits des patients, des patientes. Nous avons eu, comme je disais dans mon introduction, la possibilité d'explorer ces questions par rapport aux violences gynécologiques et obstétricales. C'était un premier pas, une première porte d'entrée. Aujourd'hui, nous avons ici Max Nissol qui va nous parler plutôt de la question des personnes transgenres et des personnes intersexes et comment les questions du consentement, ou plutôt du non-consentement, se placent à ces niveaux-là. Merci beaucoup, Max, pour cette intervention que je suis sûre va nous éclairer. Merci. Oui, effectivement, en fait, la base du consentement, c'est aussi la connaissance de notre société, de pouvoir connaître ce que sont les personnes transgenres et les personnes intersexuées. Si vous n'existez pas dans une société, comment vous pouvez avoir une place
et comment vous pouvez consentir, ou même pas consentir, mais pouvoir avoir un rapport de force et un rapport égalitaire et construit par rapport à votre demande, à votre santé, et aussi bien par rapport aux personnes transgenres que par rapport aux personnes intersexuées, puisque les violences médicales sont différentes. Et le monde médical a cru qu'à un moment donné, enfin, que jamais les personnes trans et inter allaient se parler. Enfin, c'est une illusion, évidemment. Et on a constaté que, en fait, ce que le monde médical imposait aux personnes trans, c'est exactement le chemin inverse, ce qu'il imposait aux personnes inter. Je m'explique. Pour l'instant, les personnes transgenres sont toujours considérées comme des malades mentales et mentaux. Donc, dans le manuel de psychiatrie américain, le fameux DSM, nous sommes toujours considérés comme des malades mentales et mentaux. Donc, comme les homosexualités, il y a, enfin, pas si longtemps que ça, en fait, 40 ans. Mais voilà. Et ce qui implique déjà à la base une grande difficulté, d'accord, on n'est pas vraiment sur le même plan. Et pour les personnes inter, c'est une pathologisation. Donc, c'est pas du tout le même rapport de force. Donc, par rapport aux personnes trans, vous êtes considérés comme malades mentales et mentaux. Donc, vous devez prouver de qui vous êtes. Essayez un peu l'exercice de prouver que vous êtes un homme ou une femme ou quelqu'un qui ne se reconnaît pas ni en tant que dans les deux catégories, évidemment inventées par notre société binaire. C'est un exercice assez compliqué. Ou alors, vous allez retomber dans l'alignation, dans les bêtises des stéréotypes genrés. Et pour pouvoir avoir, selon ce qui vous semble le meilleur pour vous, c'est-à-dire votre point de confort. Par exemple, une personne trans qui éventuellement désire un traitement hormonal ou certaines formes de chirurgie, parce qu'il y en a 14 et encore on ne les a pas tous comptés. Donc être trans ne veut pas dire chirurgie génitale, au passage. Eh bien, vous devez d'abord avoir un diagnostic d'être malade mental. Et puis, vous avez la seconde étape, vous avez le droit de prendre des hormones. Et puis, le Graal, évidemment, c'est d'accéder à la chirurgie génitale parce que, évidemment, toutes les personnes trans, selon le modèle de domination qui est le modèle médical à l'heure actuelle et psychiatrique, c'est ce que toutes les personnes trans désirent. Donc, il y a une uniformisation et un non-respect de l'individualisation, mais aussi des personnes qui parlent. Et donc, vous êtes conduite et conduit uniquement vers une seule voie. Et donc, les chirurgies génitales. Par contre, pour les personnes inter, c'est exactement l'inverse. Après, ah oui, parce que la dernière étape, bon, c'est moins vrai maintenant avec la nouvelle loi trans en Belgique, c'était évidemment pour changer votre carte d'identité. Maintenant, on voit les effets secondaires de la nouvelle loi, on n'aura pas le temps peut-être de l'expliquer, mais la nouvelle loi belge qui, pour les adultes, permet le changement de carte d'identité, donc changement de prénom et d'enregistrement de sexe sans aucune implication médicale et donc sur simple autodéclaration, ce qui est extraordinaire parce qu'on va voir et on voit déjà les conséquences secondaires sur les équipes de genre, sur le modèle médical. Comment voulez-vous, en tant qu'une équipe pseudo-soignant, dise oui, vous êtes une vraie femme ou vous êtes un vrai mec, avec tous les milliards de guillemets qu'on peut mettre, si de toute façon l'État vous reconnaît déjà? C'est un petit peu compliqué. Et donc c'est très intéressant parce que ça va arriver et ils continuent leur truc. Ça devient très du théâtre, hein, parce que ça ne repose plus sur grand chose en fait, par rapport à la psychiatrisation et par rapport au dire ouais, voilà, je vous reconnais en tant que psychiatre, je vous reconnais que vous êtes une vraie personne trans. L'État nous reconnaît déjà, donc voilà. Mais par contre, là, il y a encore du boulot pour les mineurs. Là, c'est encore autre chose. Il y a encore énormément de travail à faire pour les personnes intersexes. Pourquoi ? Parce que malheureusement, pour les personnes intersexes, l'État accepte et ferme les yeux sur les pratiques malveillantes et mutilantes
que génère le modèle médical. C'est-à-dire qu'un enfant qui est capté à la naissance comme étant une personne intersexe, eh bien, a énormément de chances de subir des mutilations génitales. Maintenant, en Belgique, toujours. Et c'est pour ça que Jean Pluriel lutte contre ces pratiques qui sont reconnues par les Nations Unies comme des mutilations et comme un acte de torture. Et donc pour terminer le chemin inverse pour les personnes inter, donc il y a un diagnostic de pathologie. On assigne l'enfant à un sexe que de toute façon on ne sait pas trop bien parce qu'il y en a soi-disant 48, mais il y en a bien plus. Et puis après, il y a des chirurgies de mutilation parce qu'il faut conformer évidemment une anatomie à une illusion juridique. Et puis, il y a évidemment stérilisation et donc traitement hormonal et hormonaux qui, par ailleurs, ne sont pas nécessaires pour la majorité des personnes inter. Et puis, si ça ne va vraiment pas, vous allez chez le psychiatre. Donc après avoir vécu toutes ces mutilations et ces maltraitances médicales, je vous assure que a priori, vous n'allez pas top bien, à mon avis. Et au vu des témoignages que maintenant nous pouvons recueillir de plus en plus, parce qu'il y a heureusement des personnes inter qui passent entre les mailles du filet et on peut comparer. Et donc là, on est vraiment dans le principe même. Comment voulez-vous, entre guillemets, consentir quand vous avez 3 mois quand vos parents ne sont absolument pas au courant de l'existence même du fait que chez les êtres humains, il n'y a pas 2 sexes, il y en a au minimum 48. Donc là, il y a une responsabilité et une faute clairement de notre société, c'est-à-dire de ne pas informer convenablement la population et tout le monde ici qui à l'école a appris qu'il y avait plus de 48 sexes et pas des pathologies, des variations et avec au départ des personnes qui sont saines au niveau de leur corporalité. Et ça ne justifie absolument pas des mutilations génitales. Qui, dans la société, a appris depuis qu'on est petite et petit que les personnes transgenres existaient et donc aussi que la norme s'appelait cisgenre aussi. Parce que la norme n'a pas besoin de se nommer, c'est juste normal. Et vous voyez que le glissement entre le normal et le pathologique arrive. Et assez vite d'ailleurs. Et donc, notre société est une société hyper violente, de domination, qui pousse à peu près 5% de la population, puisque on est au minimum 5%, personnes transgenres et inter, à peu près 5% de la population, qui subissons des maltraitances médicales et gynécologiques pour notre bien, juste pour notre bien. Parce qu'on doit soit se conformer à une corporalité, cette croyance que quand vous avez une corporalité, vous avez automatiquement une identité de genre qui correspond. Vous êtes une femelle, vous devez automatiquement être une femme, et vous êtes un mâle, vous devez automatiquement être un homme. D'autres identités de genre et d'autres sexes n'existent juste pas, donc dans notre société binaire, c'est même au-delà des violences, puisque ça n'existe pas. Comment pouvons-nous dire s'il n'y a pas de mots? C'est ça aussi. Donc on est vraiment dans une réflexion sur comment créer des mots qui nous conviennent, et pas des mots qui nous oppriment, et pas des mots qui nous psychiatrisent, et pas des mots qui nous pathologisent. Ça, c'est vraiment la base de ce que nous faisons au sein de l'association. Et c'est pour ça que nous avons créé un réseau psychomédico-social trans et interbelge. Et vous allez voir, vous allez dire, la base, c'est normal. Mais notre réseau est basé sur les droits humains, les droits du patient. On préférerait parler de droits des patientes, mais enfin bon, il y a de l'évolution à faire. Et l'autodétermination. Ça vous paraît basique, mais en fait c'est extrêmement révolutionnaire étant donné que c'est une alternative à la psychiatrisation et à la mutilation. Qu'est-ce que notre société nous propose?
c'est les équipes de genre. Donc, c'est des équipes autoproclamées expertes en transsexualisme, dysphorie de genre, incongruence de genre, c'est chou vert et vert chou en fait. Ils sont très prolifiques dans l'expression et les modifications des termes, mais on est toujours dans le DSM par ailleurs, de toute façon. Et même pire, parce que même dans la CIM, donc c'est la classification internationale des maladies, alors là, c'est encore autre chose, parce qu'on est revenu dans une catégorie d'identité sexuelle, enfin, de sexualité. Ils n'ont encore rien compris, mais enfin, soit. Bref, mais donc notre proposition de créer un réseau psychomédico-social, c'est basé sur le respect, l'autodétermination et les droits humains. Eh bien, en fait, c'est ce que les médecins ne font pas, en gros. C'est qu'il y a le droit des patients, il y a sept catégories. Eh bien, pour les personnes trans et pour les personnes intersexes, le monde médical ne respecte aucune de ces sept critères qui, par ailleurs, c'est obligatoire de respecter par la loi de 2002. Donc, en fait, on pose la question, le monde médical est au-dessus des lois et fait exactement ce qu'il le veut. Exactement. Et c'est même, par ailleurs, aussi pour d'autres situations, pas que pour les personnes trans et inter, mais là, c'est encore pire, on va dire. Vous avez un peu de chance de vous en sortir quand vous êtes une personne cisgenre, hétérosexuelle, blanche et bien portante, parce que là, vous n'avez pas trop affaire au monde médical. Et valide, bien entendu, parce que là, sinon, ça ne va pas. Donc, vous voyez, la question pour les personnes trans et inter est même en deçà du consentement, c'est pouvoir exister. On peut dire oui ou non que si on existe. Et donc, voilà, c'est vraiment hyper basique. Voilà. Un tout grand merci, effectivement. Effectivement, comment parler de droit si l'existence elle-même, elle n'est pas vraiment acquise, si la visibilité ne va pas de soi. André Néron, merci beaucoup de votre présence. Merci aussi de cette possibilité de discuter autour de ce que j'aurais envie de placer sous le signe des alternatives. On a déjà parlé d'accord comme une alternative au consentement, comme une autre notion qui pourrait être porteuse de sens et peut-être plus adaptée aux réalités que nous souhaitons mettre en avant, les réalités qui nous semblent importantes. Vous faites partie d'une initiative qui nous vient du Canada, intitulée « Le patient partenaire ». Dans votre expérience, et notamment dans ce contexte des droits des patients et des patientes, le consentement semble incontournable. Mais est-ce que si on s'orientait vers le modèle patient-partenaire, comment est-ce que le consentement aurait sa place dans cette nouvelle réalité, ce nouveau modèle dont vous allez nous parler brièvement? D'abord, merci beaucoup, Paola, et à toute l'équipe, y compris l'équipe technique qui vient d'afficher une partie du PowerPoint derrière moi. Je vais tout de suite vous informer que j'habite la Belgique depuis un peu moins d'1 an, mais j'ai encore mon accent québécois. Alors, pour ceux et celles qui auraient besoin d'une traduction, vous viendrez me voir à la fin parce qu'il n'y a pas de casque d'écoute pour une traduction simultanée. Alors, le Festival des libertés, qui ne dit mot consent, depuis mon tout jeune âge, je ne comprends pas, et vous comprenez que mon tout jeune âge date déjà de quelque temps, je ne comprends pas, et je viens tout de suite sur l'importance des mots avant de passer à la santé. On entend beaucoup les hommes dire dans les pays occidentaux, je vous présente ma femme, sa femme, comme si c'était un objet possessif. On dit rarement chez la femme, je vous présente mon homme, on va dire mon époux, mon mari. Encore dans beaucoup de pays, on parle des droits de l'homme au lieu de parler des droits de la personne. Alors, tous les mots qu'on utilise sont très importants. Dans le système de santé, on est habitué, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'ère du temps, c'était pas seulement pour la santé, après la Deuxième Guerre mondiale, ce que le clergé disait de faire, ce que le gouvernement disait de faire, en théorie, les gens le faisaient sans poser trop de questions. C'était une démarche très paternaliste.
Nous avons vécu la même chose dans le domaine de la santé. Le médecin vous disait, vous êtes atteint d'une telle maladie, vous devez faire ce qu'il faut. Il ne faut pas s'étonner que dans les pays occidentaux, et ce, y compris la Belgique, il y a plus de 50% des personnes qui souffrent d'au moins une maladie chronique. Plus la population vieillit, plus les gens peuvent avoir d'autres maladies chroniques. Donc, vous avez, entre autres, le cancer qui fait partie de des maladies chroniques. Ce constat est majeur, mais ce qui est encore plus important, c'est que 50% de ces personnes, donc prenons les chiffres de la Belgique, environ 11,5 millions de personnes, donc environ 6 millions de personnes qui ont au moins une maladie chronique. Les chiffres ne viennent pas de moi, ils viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez là 50% des gens qui ont une maladie chronique qui n'ont pas d'observance à leurs soins, à leur traitement ou aux médicaments qu'on leur propose. Il y a une raison à cela. Parce que très souvent, depuis cette période, on ne soigne pas des personnes avec des pathologies, on soigne des pathologies. Et quand la personne apprend qu'elle a une maladie grave, importante, et qu'elle se fait dire, « Monsieur, Madame, vous avez telle pathologie, et moi, je sais ce qui est bon pour vous », il y a déjà là un pouvoir très écrasant envers le patient ou la patiente qui fait face à cette situation, déjà que la nouvelle est très mauvaise. On a pensé à une approche centrée sur le patient, que j'aurais préféré qu'on appelle concentrée sur le patient. Et là, le patient fait le tour de plusieurs professionnels de la santé. Il y a au moins une meilleure communication. Parce que lorsqu'on a démontré que lorsque les gens n'ont pas d'adhésion ou d'adhérence ou de compliance à leur traitement ou à leur médication qu'on leur propose, c'est que c'est un bris de confiance dès l'annonce du diagnostic. Si vous dites à des gens pourquoi vous ne suivez pas votre traitement, les médecins vont souvent parler de pauvreté, de littératie. On ne peut pas demander à ces gens-là de tout comprendre, donc on décide pour eux. C'est étonnant quand même que dans des pays comme la Belgique, on oblige les gens à voter. Ils ne peuvent pas décider pour eux, pour leur santé, de choix qu'ils pourraient faire, mais collectivement, on leur fait confiance. Avec les mêmes problèmes d'éducation, les mêmes problèmes économiques, pour voter pour l'ensemble de la collectivité, ça, on reconnaît leurs droits, on les oblige même à le faire. Mais dans leur santé, on leur dirait, attention, là, vous n'êtes pas assez intelligent pour le faire à tous les jours. J'ai déjà dit à un politicien que j'ai déjà rencontré, des gens très instruits qui ne faisaient pas nécessairement les bons choix électoraux. Donc, ils seraient à même aussi de faire des erreurs s'ils avaient des décisions à prendre concernant leur santé. Ce qu'on propose à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, et je suis le directeur du premier bureau de patients partenaires en Europe, depuis un peu moins d'1 an, pardon, c'est que les patients partenaires doivent s'impliquer dans leurs soins. Ils ont des devoirs, ils ont des responsabilités, et avec leur capacité, qu'elles soient une ou l'autre, elles ont la responsabilité de prendre des décisions pour les soins qui les concernent. Personne d'autre ne doit décider pour eux. La définition d'un patient partenaire est la suivante. Le patient partenaire de ces soins est un patient qui apprend au fil du temps à connaître et à vivre avec sa maladie. Quand on dit à une personne, vous avez telle maladie, allez voir 6 ou 7 professionnels différents, il n'est pas rare que le patient revient un peu perturbé en plus de la nouvelle, mais d'avoir rencontré 6 ou 7 professionnels différents en plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ils ont chacun, les professionnels, des fois des versions différentes sur la maladie, sur la même maladie. Le médecin va vous dire quelque chose, l'infirmière va vous dire « Non, moi je pense à une autre chose ». Et là, tu te sens dans une boule de loterie et tu te dis lequel je vais piger aujourd'hui. Et c'est toujours et souvent un problème de relation. Heureusement, un très grand nombre de professionnels de la santé ont pensé qu'il fallait changer ce paradigme. C'est le cas, entre autres, du docteur Marco Schengen, qui était jusqu'à tout récemment le doyen de la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles. Et c'est lui qui m'a fait venir en Belgique. Donc, on ne travaille pas contre les professionnels, on travaille avec à un changement constructif. Au moment de poser des choix en santé, il partage avec les professionnels ses expériences de la vie avec la maladie, ses aspirations et ses priorités pour orienter le traitement en fonction de son projet de vie. Je suis porteur de 3 maladies chroniques, dont la première à la naissance.
Quand je rencontre des professionnels pour parler de ma maladie et d'avoir un accompagnement, parce que tantôt, Paola, et ce n'est pas un reproche que je lui fais, elle parlait de soignant-soigné. Moi, je parle maintenant de soignant-soignant. J'ai une expertise que le professionnel n'a pas. Je connais depuis des dizaines d'années ma maladie. Quand je me présente devant un professionnel de la santé, je n'ai pas envie d'entendre uniquement ses solutions. Je veux entendre ses propositions. Je le concerte et je vais prendre la décision selon ce que j'ai envie de faire et comment vivre avec ma maladie par rapport aux activités, au travail, à mon projet de vie de façon générale. Le patient partenaire de ses soins prend les décisions pour ce qui concerne ses soins, excusez-moi. La responsabilité et les limites des professionnels. Ils doivent informer adéquatement des choix possibles. Dire la vérité sous prétexte que, bon, je dis souvent la blague à des médecins, MD veut toujours dire médecin, hein, ça ne veut pas dire moi Dieu. Je crois qu'à l'occasion, certains n'ont pas compris encore la différence. Si le professionnel n'est pas confortable avec le choix du patient, il peut lui suggérer de consulter un autre professionnel. Pourquoi la décision concertée et non pas la décision partagée ou négociée? C'est que c'est un processus de concertation. Je consulte et je vais voir si ce qu'on me propose est correct ou pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'observance, que 50% des gens malades décident de faire autre chose. Il y a d'autres raisons, vous me direz. Ils ne ressentent pas tous les symptômes, ça dépend des maladies, mais aussi la très mauvaise nouvelle quand on annonce à quelqu'un qui a un cancer. J'ai fait des études avec des professionnels qui disaient, moi, j'annonce très, très, très bien, là, malgré une mauvaise nouvelle, j'annonce très bien à la personne, à la femme, entre autres, qu'elle a un cancer du sein. Mais ils ne réalisaient pas qu'au bout de 3 minutes, quand le verdict était tombé, je vous confirme, madame, que vous avez un cancer du sein, qu'intellectuellement, il n'était même plus devant lui. Physiquement, il y était, mais il n'était plus là. Donc, il faut changer notre façon d'aborder les soins, d'aborder les annonces de diagnostic également, pour les rendre plus humains. Vous pourrez trouver sur Internet des trucs que j'ai écrits récemment avec des collègues sur l'humanisme en soins, en partenariat de santé. Il faut que les gens soient de plus en plus empathiques et il faut que les gens comprennent que le citoyen, le patient qu'ils ont devant eux, c'est lui qui va prendre la décision, lui ou elle, qui va prendre la décision dans un processus de concertation. Il va vivre avec les erreurs qu'il pourra faire aussi. C'est ça aussi. Il y a des devoirs et des responsabilités des deux côtés, mais la décision finale appartient au patient. Quand nous avons commencé en Amérique du Nord à parler du partenariat patient, on nous disait que c'est des choses qui ne pourront pas se faire véritablement. Et les professionnels ont vu tous les gains qu'il pouvait y avoir. En Belgique ou ailleurs, en Europe, je fais beaucoup de conférences, et également en Amérique, on nous dit souvent, oui, mais prendre plus de temps pour expliquer à un patient ce qu'il a vraiment et comment on peut contribuer à l'aider, à le guérir ou à la limite à le soulager, demande trop de temps. Ben, moi, je pense que c'est de prendre le temps qui fait qu'on va le voir moins souvent pour simplement lui mettre la main sur l'épaule et dire « Vous avez l'air bien. Je vous ai vu il y a 3 mois, un forfait supplémentaire, et vous revenez me voir dans 3 mois. » Pour guérir ou soulager un patient, ce n'est pas de le voir le plus souvent, c'est de le voir de la meilleure façon dans les conditions gagnantes, pas pour le système, mais pour le patient. Donc, c'est pour ça qu'on préconise que les patients soient partenaires de leurs propres soins. Et un chirurgien me disait un jour, oui, mais ce n'est pas tout le monde, M. Niron, qui comprend ce qu'on leur explique. Ben, vous avez raison, parce que je vous imagine, vous, comme chirurgien, faire un appel à un mécanicien en disant « Je suis tombé en panne sur la rue », et le mécanicien de vous dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Et vous, avec tout le vocabulaire que vous avez, vous lui répondez « Je ne sais pas, je roulais à 120 km/h et tout à coup, la voiture a fait pouf, 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 pouf. Un luminaire s'est allumé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vous appelle. » Il arrive au garage avec sa voiture, rencontre le mécanicien qui lui dit « On va vous faire un diagnostic pour la problématique. » Revient voir le médecin, le chirurgien, puis il lui dit « Vous savez, votre belle voiture, elle a un problème. Puis là, ça va vous coûter 2500 €. » Le médecin lui dit « Mais de quoi s'agit-il? » Et là, le mécanicien lui parle en mécanicien.
Il ne comprend rien. Il dit, attendez, là, avant de payer 2500 €, je voudrais comprendre ce qu'il arrive. Il demande des pictogrammes, il demande de voir la voiture, il demande à ce qu'on lui explique dans un vocabulaire. Le droit de la personne, le droit de l'être humain, le droit du patient est de tout savoir sur sa santé. La responsabilité du professionnel, c'est de l'accompagner dans cette démarche. Et quand un médecin vient nous dire qui ne du mot consent, ben, il faut que d'abord que tu lui parles, mais il faut aussi que tu l'écoutes. Et il y a des choses qu'on n'adresse pas dans les pays occidentaux qu'on devrait éventuellement adresser. Et encore là, je termine là-dessus, Paola. Il me reste 2 heures? Alors, par exemple, si je vous disais... Comment? Ah bon, je coupe. Alors, les erreurs médicales, par exemple. Souvent, les erreurs médicales, c'est parce que les gens sont mal informés. Je vous invite à vérifier des chiffres de l'OSM, de l'Organisation mondiale de la santé, autant en Belgique qu'ailleurs. Les 3e causes de décès aux États-Unis, c'est 250 000 morts par année. 250 000 morts. C'est beaucoup plus important que le World Trade Center, mais c'est beaucoup moins spectaculaire. Ça ne dure pas 20 minutes. C'est sur une année. La 3e cause de décès, 250 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé disait en Belgique, en 2000 et 4 000 décès par année, environ 20 000 erreurs médicales. Et si tu expliques aux patients des choses, ils vont peut-être pouvoir aider le professionnel à éviter ce genre d'erreurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, André. Avant de donner la parole au public, je souhaiterais vous inviter éventuellement à réagir par rapport à ces premiers tours d'intervention. Si vous avez envie de peut-être poser une question à un autre membre du panel, c'est le moment. Sinon, on passe directement au public. Très bien. Du coup, j'ai une collègue qui a un micro et une autre collègue. En fait, j'ai 2 collègues qui vont faciliter la circulation de la parole en vous apportant un micro. Je sais que parfois on n'a pas tout à fait envie de parler au micro, mais ça rend les choses tellement plus confortables, donc ne soyez pas timide. Donc j'ai un peu du mal à voir s'il y a des mains qui s'élèvent pour une question, une intervention. Oui, monsieur en haut. La première question, ça va être à monsieur, en fait, c'est que je suis patient à l'hôpital Saint-Pierre et je crois que l'hôpital Saint-Pierre, c'est un hôpital universitaire qui travaille avec l'ULB et j'étais sidéré la semaine passée, j'étais avec une ophtalmologue que je ne connaissais pas et elle a fait exactement le travail que vous disiez, c'est-à-dire qu'elle a décrit toute la mécanique, elle a dit voilà votre œil, ceci, cela, avant même que j'essaye d'interagir avec elle. Parce qu'en général, je suis très demandeur que les médecins, justement, aient cette relation que vous proposez. Et pendant des années, j'étais déçu. Et là, je constate, en tout cas, Saint-Pierre, c'est assez récurrent. Dans plusieurs services, je constate ça. Une spontanéité déjà à être très clair et à installer un dialogue. Donc, je voulais savoir si ils sont déjà influencés par vous à l'hôpital Oui, Saint-Pierre. certainement. C'est difficile à dire pour moi. Je connais des gens à Saint-Pierre. Je suis intervenu aussi dans d'autres hôpitaux, mais très honnêtement, je ne la connais pas. Mais on pourrait se reparler après. Mais ce qui est important, c'est que c'est le résultat. Qu'elle soit influencée directement ou indirectement, c'est que c'est important que les gens soient davantage humains dans la relation avec les professionnels de la santé. Ce n'est pas des pathologies, comme je disais tantôt, c'est des soins. Mais venez me voir après. D'accord. Et alors, pour Madame En tout cas, vous voudriez poser une autre question, oui, en fait? Allez-y, s'il vous plaît. J'ai peut-être mal compris ce que vous aviez dit à un certain moment au niveau de votre carrière, où dans les années 70, pourtant, apparemment, votre thématique de travail, en fait, était méprisée par vos collègues masculins, ou j'ai sans doute mal interprété, non? Je ne sais pas très bien à quoi vous faites allusion, mais si vous voulez, moi j'ai choisi dès ma jeunesse, parce que dans mes études de philosophie, sans doute que qui correspondait exactement au moment du mouvement de libération des femmes, enfin bon, j'étais à la Sorbonne en 68, enfin voilà,
c'est ma génération. Et j'ai donc été dans la rue et dans la bibliothèque en même temps, au début des années 70. Sauf que ce sujet-là, c'est-à-dire la pensée féministe ou l'objet qu'on appellerait sexe-genre, où on peut lui donner tous les noms qu'on veut, ce champ qui n'existe pas en philosophie, mais qui n'existait pas dans les autres sciences sociales. Sauf que mes amis des autres sciences sociales, historiennes, sociologues, même économistes, avaient un petit filon pour rentrer dans la question, et en philosophie, c'est pas possible. Du coup, mon ambition était de créer un champ d'intelligibilité, comme vous avez pu entendre, comme j'ai essayé de le faire, par exemple, donc des années après, entre-temps, j'ai fait d'autres choses sur la question du mot consentement, c'était totalement disqualifié. Et c'est ce que j'appelle la disqualification. Ça me permet de dire que c'est comme ça que je définis d'ailleurs le mot sexisme. Je ne le définis pas par le mot discrimination, qui est un mot, alors j'en profite, parce que c'est important, c'est un mot, le discrimination est un terme de 1877 qui en fait correspond à notre ère démocratique. C'est-à-dire vous êtes exclu en jugeant, discrimène, dit le latin. Donc ce mot discrimination correspond à une certaine époque de notre histoire ou tradition, par exemple, occidentale. Mais le sexisme, ça traverse les siècles. Donc du coup, moi, j'ai trouvé que le mot sexisme, donc j'ai été victime d'un certain sexisme, c'est-à-dire que moi, on disqualifiait pas ma personne, mais on disqualifiait mon objet de travail. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et c'est assez compréhensible, précisément. Donc la disqualification, c'est ce qui permet de parler des autres siècles. Vous n'êtes pas de la même qualité que moi. C'est ça le sexisme. C'est pas je vous discrimine, c'est-à-dire vous n'aurez pas droit à ça, à ça, à ça. Ça, c'est dans les définitions internationales. Moi, je me bats un petit peu, ou avec les juristes, etc. Parce que je crois qu'il faut revenir d'abord au mot disqualifier. C'est comme Aristote peut le faire. On n'est pas de la même nature. On ne serait pas de la même nature. Donc vous imaginez bien, en vouloir en faire un objet de pensée, c'est doublement transgressif. C'est-à-dire non seulement je veux le faire, et en plus je veux démontrer que ça peut être un objet de pensée. Et ça, c'est évidemment quelque chose. Donc moi, je me souviens avoir commencé un bouquin sur justement la tradition philosophique de la entre guillemets différence des sexes, c'est-à-dire comme catégorie de pensée, qui était, on m'avait dit, tu travailles là-dessus, mais c'est une drôle d'idée. C'est-à-dire que j'avais pas d'idée, ça pouvait pas être une idée, c'était une drôle d'idée. Donc ça, je l'ai vécu absolument toute ma carrière, et je le vis encore aujourd'hui, quelle que soit l'estime qu'on peut m'adresser par ailleurs. Mais c'est à double fond. C'est-à-dire que sans cesse, je cite toujours la phrase d'une amie philosophe avec qui je fais préparer la grecque, pourtant il y a des années, qui il y a 2 ans me dit, on parlait de nos différentes interventions, comme ce soir, voyage, déplacement, etc. Elle me dit, mais toi, tu parles sur quoi? Et pourtant, je lui ai donné quelques-uns de mes livres, on a gardé nos filles ensemble, enfin on a préparé la grecque, enfin, etc. On se connaît depuis 40 ans. Et tout d'un coup, elle se demandait quel pouvait bien être mon objet d'expression quand j'allais faire une conférence. Donc ça en dit long sur cette difficulté. Et si vous prenez, j'en termine, sur les manuels, par exemple, nous, il y a de la philosophie en terminale, donc il y a des manuels scolaires de philosophie estampillés. Et il y a 3-4 ans, ou 4-5 ans, j'ai regardé si le mot genre était entré. Oui, le mot genre est entré, mais comment? Du côté de l'anthropologie. C'est-à-dire, on est encore loin du compte, très très loin du compte, pour imaginer que c'est un objet de pensée. Et je pense à une conférence, à un colloque où je vais me rendre dans 15 jours. Je n'avais pas regardé l'intitulé de la partie où je vais intervenir, c'est la question des violences en général, un colloque de philosophes, et je m'aperçois qu'ils ont appelé ça violence domestique. Donc MeToo est devenu violence domestique. Non mais il y a un lapsus. Moi je vais commencer mon intervention en leur disant, c'est dans un haut lieu de la pensée française, je leur dis, attendez, il y a un lapsus là. Ça ne peut être que des violences domestiques, ça ne peut pas être des violences sexuelles, ça ne peut pas être des violences genrées, ça peut pas être. Bien que violence sexuelle et violence genrée, de genre, c'est pas la même chose. On n'entend pas la même chose dans nos imaginaires. Mais voilà, je me retrouve avec, ça va être violence domestique. Rassurons-nous, tout ça se passe à la maison. Enfin, c'est quand même, on est loin du compte, hein. On est très très loin du compte. Merci de m'avoir permis de préciser ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question ici, s'il vous plaît. Moi, j'avais envie de mettre en avant quelque chose qui me semble, qui me frappe, entre guillemets, c'est l'aspect un petit peu intersectionnel de la question du consentement, c'est-à-dire que, reprenons l'exemple du patient ou de la patiente, voilà,
elle est dans ce statut de patiente. Mais si c'est une femme, son consentement ou son aspect de sujet sera peut-être encore moins bien considéré. Si c'est une femme noire, ça sera peut-être encore moins bien considéré. Et ça rejoint un petit peu la question des personnes trans, intersexes, pour qui la question du consentement est à peine une question qui se pose. Et je remarque ça, par exemple, dans mon travail. Je travaille parfois avec des patientes femmes racisées. Et je sens bien que chez certains membres de l'équipe, il y a un peu la question de c'est une femme noire, elle n'a pas les mêmes codes culturels, peut-être qu'elle ne comprend pas bien ce qu'on va lui dire ou quelque chose comme ça. Je reprends un autre exemple auquel je suis souvent confrontée ces temps-ci, des femmes, et la question autour de l'accouchement, la grossesse, on ne renseigne pas les femmes sur les processus complet de comment fonctionne tout et toutes les informations pour qu'elles puissent faire des choix en conscience, etc. Et donc c'est intéressant, il y a une forme de gradation comme ça du consentement, quoi. Enfin, je sais pas si... Voilà. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite réagir. J'aurais peut-être envie de donner d'abord la parole à Roxane, qui ne s'est pas encore exprimée à ce tour. Il me semble que c'est la question de l'intersectionnalité qui était... J'en ai parlé aussi et je l'ai évoqué et vous faites très bien de le soulever. Effectivement, en fonction des rapports sociaux, en fonction des rapports de pouvoir, on n'est pas à égalité, on est situé à différents endroits. Donc, c'est comment toujours articuler comment ça se passe au niveau social et comment ça se passe dans nos pratiques thérapeutiques ou pratiques par ailleurs sur nos lieux de travail. Pour moi, c'est effectivement des temps différents et une des clés, en tout cas dans mon travail à moi, c'est que c'est d'abord et avant tout écouter la personne. En voyant la personne, je ne peux pas présupposer de comment elle souffre, qu'est-ce qui la fait souffrir, etc. Mais par contre, à travers ce qu'elle me dit, je peux choisir ou pas de mettre en lumière et de faire des liens entre la souffrance qu'elle m'exprime et des questions interpersonnelles et des questions politiques. Et c'est de jamais évacuer une question politique collective au profit d'une question purement individuelle et vice-versa. Jamais effacer la souffrance individuelle subjective au profit d'analyses structurelles, etc. Mais ça, c'est pour l'espace thérapeutique. C'est pas pour l'espace militant. C'est pas pour voilà. C'est des choses différentes. Mais vous faites bien de préciser qu'on n'est pas égal. André, s'il vous plaît. Oui. Alors, très brièvement, ce que vous soulevez est important. C'est pour ça qu'entre autres, à l'Université libre de Bruxelles, depuis quelque temps, nous formons les futurs professionnels de la santé à des pratiques collaboratives entre eux, incluant le patient partenaire. Donc, tous les futurs professionnels de la santé suivent des formations, des séminaires de formation donnés par des professionnels et des patients partenaires. Et ce que vous soulevez est vrai, mais le changement, dans tout changement, se fait petit à petit. Mais il faut que les gens... J'aime bien citer un humoriste québécois qui est malheureusement décédé maintenant, mais vous pouvez aller le voir sur Internet, Sol, S-O-L, qui disait que pour être un géant, il suffit de se tenir debout. Et quand les femmes l'ont fait, quand elles se sont tenues debout, dans les années 70 et 80, sur l'avortement ou l'interruption de grossesse, dépendant de l'appellation, bien, il y a eu des changements importants. Et elles faisaient prendre conscience à nos sociétés occidentales que c'est elles qui décidaient pour leur corps et personne d'autre. Et avec elles, il y a eu aussi des hommes. Au Canada, il y avait le docteur Morgan Taylor. Mais les gens étaient ensemble, ils ont contribué à faire des changements de société importants. Dans ces changements-là, et j'aime bien citer le président Kennedy, John F. Kennedy, qui n'a pas été président longtemps pour les raisons qu'on connaît, il disait aux gens, aux Américains, arrêtez de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais dans le consentement, dans cette façon de changer les mots, dans cette façon de changer le quotidien des gens. Et moi, quand j'entends domestique de votre part tantôt, je me dis, on parle peut-être d'agression à la maison, mais encore là, il faut comprendre ce que les gens veulent dire. Mais toutes les agressions, elles sont uniques pour un mot, ce sont des gestes stupides et inappropriés.
Donc, on doit les changer et c'est en parlant tous de la même voix qu'on va arriver à faire des changements. Il faut faire, comme je le disais avec le président Kennedy, se demander ce que nous, comme citoyens, citoyennes, on peut faire pour changer les choses et pas attendre après les autres. C'est au quotidien qu'on doit faire des choses. Merci. Max, s'il vous plaît. Ben, pour rebondir aussi par rapport, je ne vais pas faire de la pub, mais l'hôpital Saint-Pierre est un des partenaires majeurs du réseau psychomédico-social. C'est peut-être pour ça que éventuellement on a mis notre pierre dedans. C'est que par exemple, on est à la deuxième phase, c'est formation des professionnels de cet hôpital. Et on a eu des personnes qui travaillaient au call center. Maintenant, commence à avoir des retours. C'est pas du tout parfait encore. On n'est pas content et on va pas se reposer sur nos lauriers. Néanmoins, il commence à y avoir un bon accueil, même au niveau du téléphone. Si les personnes, et là, on y travaille aussi, si les personnes trans et inter ont aussi la possibilité de dire de se dire d'abord à soi, je suis légitime pour expliquer ma situation et donc je suis une personne trans, je suis une personne inter, en sachant qu'elle ne va pas se faire agresser, discriminer ou le moins possible, eh bien il y a des situations assez positives du style « Ah ok, vous êtes une personne trans, est-ce que je peux avoir votre prénom choisi ?» Donc à Saint-Pierre maintenant, les personnes trans commencent à être... pas dans tous les services, mais commence à être relativement bien reçu, puisqu'il y a une notation de leur prénom choisi. Et donc voilà, c'est un des éléments de partenariat avec des médecins. La critique que nous faisons, c'est par rapport au système médical qui doit changer, il faut changer. Mais il n'y a pas que les hôpitaux, il y a aussi les plannings familiaux, les maisons médicales. Et quand on donne des formations, on en donne de plus en plus à des plannings, on leur a posé la question, mais comment est-ce que vous allez réagir quand vous allez être devant un homme trans enceint ? Et est-ce qu'un homme trans peut avoir des services pour la pilule du lendemain ? Est-ce qu'une femme trans peut avoir des services après éventuellement une vaginoplastie ? Est-ce que vous savez ce que c'est une vaginoplastie ? Etc. Et alors au fur et à mesure, on a quelques séries comme ça de questions types, et au fur et à mesure, on voit effectivement les têtes se rallonger et blêmir parce qu'ils sont juste pas au courant et pas du tout formés. Donc voilà, ça c'est aussi, on en est à ce niveau-là, des professionnels qui ne sont pas du tout formés, qui vont peut-être envoyer l'homme trans en disant ben, c'est pour votre copine. Alors l'hétéronormativité, cisnormativité, ça revient directement. Hein. Pourquoi le masculin singulier est par défaut? Ben, pour nous, le masculin singulier, c'est un masculin singulier. C'est juste une personne et qui a la domination symbolique. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Geneviève, si vous souhaitez vous exprimer par rapport à cette question de niveau, de possibilités dans le des gradations dans l'accès au consentement ou pas? Juste une chose, je pensais, quand vous revenez, ça serait un combat que j'ai épistémologique aussi avec la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que la structure hiérarchique sociale qui se redouble, comme vous l'avez décrit, c'est sûr. Après ça, moi je pense qu'il y a plusieurs chemins de traverse qui se croisent, et pas seulement la structure comme ça. Et je pensais, en vous écoutant tout à l'heure, au blocage que les médecins ont eux-mêmes avec la maladie. C'est pas seulement qu'ils ne sauraient pas parler aux patients, quel rapport les sachants ont-ils avec la maladie? Ça, c'est une question, par exemple, auquel je m'associais là, en vous écoutant tout à l'heure. Il y en a qui ont la trouille, qui n'ont rien envie de dire, qui n'ont certainement pas envie de parler avec les malades, mais pas parce qu'ils n'ont pas appris la discussion avec les malades. Donc, j'aurais une réponse semblable par rapport à vous, c'est-à-dire il y a plusieurs éléments de structure qui viennent se conjoindre dans une difficulté. Et je trouve que dans notre société aujourd'hui, dans nos débats,
trop idéologique, on privilégie seulement un schéma. Et moi, je veux en mettre plusieurs à la fois. C'est pour ça que je ne travaille pas sur les catégories et que je cherche toujours les problèmes. Parce que du coup, j'étais obligée de mélanger prostitution et hijab tout à l'heure, ou dans mon travail, alors que normalement, ben oui, c'est voiler, dévoiler son corps. Ben oui, c'est là que je vais trouver un lien. Mais normalement, ça n'a pas de rapport dans la structure catégorielle sociale qu'on me demande. Vous voyez? Donc moi, je me déplace par rapport à ça parce que j'ai peur, sinon, de réduire. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire juste que ça va donner une seule explication quand moi, il m'en faut plusieurs. Par là, si je peux me permettre, je pense que les professionnels n'ont pas de problème avec les maladies. Ils ont les problèmes parce qu'elle est associée à un être humain. Ils ne savent pas tous comment parler aux êtres humains. Merci. Merci pour cette précision. OK. On est parti pour organiser un débat l'année prochaine. Voilà. Voilà. Carla me signale encore une intervention, monsieur. Non, moi, c'est vraiment une question. Merci. Déjà, vous avez, sur ce tour précédent, répondu à pas mal des questions que je me posais. Je voulais demander plus précisément à Max, André et Roxane. Je vous appelle par vos prénoms parce que je n'ai pas retenu vos noms de famille, désolé. En fait, pour Max, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'en parler puisque vous faites partie du même panel, mais dans quelle mesure est-ce que cette idée de patient, patiente, partenaire est, on va dire, relativement porteuse d'espoir pour les personnes trans et inter? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, où est-ce que ça nous mène? Et alors pour André et Roxane, du point de vue justement des praticiens et praticiennes, la question se pose et a déjà été abordée de la formation, parce que on fait quand même face à des patients. Le fait de considérer que c'est des patients, il y a un sous-entendu de penser qu'il y a un problème, alors qu'en l'occurrence, pour les personnes trans, il n'y a pas forcément un problème, si ce n'est la manière dont la société les accueille. Et donc, comment, dans la formation des médecins, même si on a des médecins qui sont, on va dire, formés à accueillir un ou une patiente partenaire, il faut quand même qu'ils sachent de quoi on parle, qu'ils sachent si le problème en est un ou pas. Et comment est-ce qu'on gère ça, la transition vers une meilleure formation des professionnels de la santé? Alors du coup, on va faire dans l'ordre. Max, s'il vous plaît. Mais vous avez bien déjà commencé, c'est que pour les personnes trans et inter, il n'y a pas de problème, en gros. Et même pour les personnes intersexuées ou intersexes, la médecine considère certaines catégories d'êtres humains comme des pathologies parce que leur corps au niveau de leurs chromosomes ou l'équilibre hormonal n'est pas conforme à une norme. On revient toujours à la norme. Mais pour les personnes trans, la norme est au niveau des identités de genre. Et donc c'est pour ça que je suis aussi par ailleurs psychologue. Et moi je reçois des personnes, je reçois des êtres humains, je ne reçois pas des patients, ni des patientes. Pourquoi? Parce que personnellement, et ma collègue, on en a discuté aussi, on ne parle pas de patient, patiente à genre pluriel. Parce que c'est une marque de subordination pour nous. Parce qu'effectivement, on a une histoire et une historique avec la médecine en tant que système qui nous force à nous considérer comme des êtres malades. Et on n'est pas malade. Et donc c'est ça aussi, les mots sont importants, clairement. Et pour en terminer, on a peut-être un espoir effectivement par rapport à cette volonté de mettre les êtres humains et soi-même en termes de consentement éclairé. Nous expliquons, moi j'explique quand on a un rendez-vous avec des personnes que voilà, qu'est-ce que vous voulez, quel est votre point de confort? C'est une des premières questions que nous posons. Et puis énormément de temps, eh bien, c'est de l'information, c'est une discussion. Ce n'est pas, on n'assène pas quelque chose avec d'une manière péremptoire. Je sais à ta place ce qui est bien et ce qui est bon. Non, ce qui est important pour nous, c'est de donner le plus d'informations valables, les plus scientifiques possibles à l'heure actuelle. Maintenant, peut-être que ce que je dis dans 5-10 ans, ça va peut-être être faux, hein,
Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce que je dis, que ma collègue dit, doit être le plus scientifique et le plus vrai possible. En disant, je ne connais pas tout aussi. C'est sortir de cette croyance que le soi-disant professionnel a la science infuse, et la science exacte et totale, ce qui n'est pas vrai. Ça remet vraiment les personnes au même pied d'égalité, dans la même posture. Et puis, il y a des personnes qui me disent « Non, moi, je n'ai pas envie de ça parce que ça ne me convient pas. » Ok, c'est bon. Moi, je voudrais faire ça, mais en fait, la personne n'est pas du tout au courant qu'il y a telle et telle et telle conséquence à cet acte-là. Elle n'était pas au courant. À tout compte fait, je ne sais pas. Et c'est là qu'on part, c'est une dialectique. Merci beaucoup. Roxane. Oui, moi j'ai du mal à savoir par quel bout je vais prendre votre question parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. La difficulté au niveau psy, c'est qu'on est quand même fort calqué sur le modèle médical. Donc c'est difficile de se penser en indépendance. Puisque effectivement, je ne considère pas que je reçois des personnes avec des problématiques figées. C'est aussi, pour revenir sur un truc que je n'ai pas dit dans mon intervention, c'est aussi considérer qu'on a des personnes qui ont des symptômes, qu'on peut identifier ces symptômes et qu'il y a un traitement. En fait, ça fonctionne très difficilement comme ça. Il faut toujours interroger qu'est-ce qu'il y a derrière les symptômes. Et ce qu'il y a derrière les symptômes, ça peut être beaucoup de choses. Mais donc, le métier de psy est quand même très fort complexe. Et la première chose, et je rejoins André Néron là-dessus, c'est la personne est experte de sa vie. Et ça, c'est ce qui est au centre. Et donc, les psychologues ne sont pas experts de problématiques, ne sont pas experts de troubles, ne sont pas experts de symptomologie. Ils développent une expertise dans l'accompagnement de personnes sur leur trajectoire singulière. C'est deux choses, c'est deux positionnements très différents. Et ça rejoint un peu, je trouve, l'autre question qui a été faite sur l'intersectionnalité, puisque effectivement, il y a quelque chose. Bon, moi, je me considère un peu, si je dois me calquer sur les médecins, comme psychologue généraliste. Mais il y a la psychologie, c'est plein de choses. On peut psychologie de l'exil, psychologie autour des violences conjugales, etc. Il y a des spécialisations qui sont faites, et on en parlait. C'est des spécialisations qui sont faites parce que on doit comprendre la complexité derrière les processus qu'il y a derrière certaines souffrances, et en même temps, les espaces de psychologie généraliste devraient pouvoir comprendre des analyses systémiques en leur sein aussi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais donc on est en tension entre la spécialisation, la surspécialisation, et donc faire croire qu'on se spécialise parce qu'on a affaire à des problématiques bien distinctes, et les espaces généralistes qui vont s'intéresser qu'aux individus et pas prendre en considération les aspects systémiques. Voilà. Merci beaucoup. André. Alors, écoutez, c'est une question complexe et je pense qu'on devrait louer la salle pour 2 autres heures pour pouvoir faire un débat, mais je vais simplifier les choses de mon côté, c'est-à-dire que pour moi, un patient, c'est une personne qui est malade. Et on pourrait appeler autre chose que patient partenaire des gens qui sont en relation avec des sages-femmes, par exemple. Des gens qui vont consulter pour une chirurgie plastique parce qu'ils ne se trouvent pas assez jeunes ou pour autre chose ou transgenre. Mais pour moi, un patient, c'est une personne qui est en contact avec des professionnels de la santé pour des raisons de maladie. Et à partir du moment où un transgenre n'est pas malade, comme définition, malgré les définitions qu'on peut en faire, mais là, on pense à autre chose. On parle à un être humain qui a une problématique, mais qui a une expérience de la vie. Et il y a un côté psychologique, physique à toute cette démarche. Et on ne peut pas ne pas la considérer comme être humain, point à la ligne. Oui, Roxane, vas-y. Oui, désolée, parce que c'est plus facile qu'on a le temps de réfléchir, encore une fois. Ce sur quoi je voulais insister à travers cette question d'intersectionnalité, c'est que, et pour bien faire comprendre cette dimension normative de la psychologie, c'est qu'on calque le modèle de la psychologie, donc comment recevoir, pour rentrer dans les grandes catégories, un homme blanc de classe moyenne, etc. C'est ça qu'on va penser dans qui sont nos patients. Sauf que ce n'est pas qui sont nos patients, parce que ce n'est pas spécialement les personnes qui souffrent le plus.
Par contre, donc, ça rejoint la question de l'intersectionnalité parce qu'on sait que les oppressions multiples, elles créent, les oppressions multiples, comme on se retrouve en bas de l'échelle sociale, la machine pète plus vite. Donc, c'est les personnes qui sont le plus en souffrance. Par contre, ce n'est pas nécessairement les personnes qui ont le plus accès aux services. Et pourquoi ils n'ont pas accès aux services? Ça me fait penser à une chose. Je parlais avec une personne noire qui me disait, moi, c'est compliqué de trouver une psy parce que c'est pas que je considère qu'une psy blanche n'est pas une bonne psy, mais c'est qu'à un moment, j'ai besoin d'avoir l'impression d'avoir en face de moi une personne qui me ressemble un minimum. Et donc, il y a la nécessité, pas parce que leur représentation veut dire que la personne me comprend mieux, mais c'est qu'on a parfois besoin de quand même se reconnaître dans la personne qui est en face de nous. Sauf que quand moi je réfléchissais un peu dans ma tête, je me dis, mais tiens, mais moi, mes collègues racisés, où est-ce qu'ils se trouvent la plupart? Ils se trouvent dans les thématiques de l'exil. C'est compliqué. On voit comment, du côté des professionnels, comme du côté des personnes qui sont en souffrance, et les professionnels sont aussi en souffrance, les choses se racialisent et les choses se genrent. Voilà. Merci beaucoup. Oui, en fait, Malika, après cette intervention-là, est-ce qu'on va prendre tout de suite une autre intervention ici en bas? Si tu veux bien, après, tout de suite descendre le micro. Donc, je vous écoute, monsieur. Oui, donc, accessoirement, je me nomme monsieur Nicolas de Surmont et j'ai publié et je m'intéresse toujours aux différentes problématiques qui ont été abordées. Et voilà, donc je fais juste signaler qu'il serait intéressant éventuellement de fédérer vos intérêts pour créer un laboratoire d'éthique médicale. Enfin, c'est un peu avec l'humour que je dis cela. Je félicite tous les intervenants et je souligne l'importance ici de l'apport philosophique dans les réflexions de ce type, d'une part. Et en tant que personne née au Québec, je souligne aussi la pertinence de l'apport des Québécois à la réflexion. Je vous suggère de peut-être préciser votre intervention, monsieur, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Et voilà, peut-être que vous pouvez aller vraiment... Écoutez, moi, j'avais adressé plutôt un regard sur l'ensemble. Oui, mais il faudra peut-être faire une intervention courte parce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer et c'est mon rôle d'équilibrer les choses. Vous êtes modératrice, d'accord. Ben, écoutez, je vais éliminer à peu près tout ce que j'ai mis comme commentaire. Sinon, que M. Néron, ici, ce dont vous parlez, en fait, ce serait un peu la communication éthique ou l'éthique de la communication entre ça pourrait être ça finalement, la question éthique dans la communication. Et je vous inviterai, et si vous voulez rebondir sur ça, ça serait intéressant, à mettre peut-être en valeur ce que moi j'appelle la chaîne de diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a parfois d'autres partenaires qui sont impliqués. Madame ici, Madame Chinakar, pardon, excusez-moi, donc évoquait la question des rapports avec la justice, la psychiatrie, les expertises, etc. Donc peut-être dans la chaîne de diagnostic. Et donc on va prendre encore une. Merci monsieur. On va prendre encore une autre intervention ici. Juste le temps que le micro arrive. Voilà, c'est juste ici devant. Le temps que le micro arrive, monsieur, je vous répondrai après. Voilà. Donc, on vous écoute, madame. Voilà, moi, ce que je trouve assez révélateur, c'est qu'il y a énormément d'intervenants qui parlent de la santé par rapport au mot consentement et du refus de consentir, en fait. Et donc, c'est la société, les systèmes différents, le système patriarcal, capitaliste, etc., qui refusent d'entendre le mot non. On ne veut pas consentir. Et ça amène... J'ai fait des séjours dans les hôpitaux psychiatriques parce que je refusais de consentir. Donc, je refusais de consentir. Je refusais de chercher du travail qui n'existe pas, par exemple. Je refusais
d'obéir au père de mes enfants, donc ça c'était dans le conflit patriarcal, d'accepter aussi d'être soumise à mes compagnons sexuels et affectifs. Et donc ça m'a conduite par 2 fois à l'hôpital psychiatrique. Et ça a eu des répercussions forcément dans ma vie. C'est que donc on est infantilisé, donc c'est la pathologisation des problèmes sociaux, les problèmes de société, la psychiatrisation, dès qu'on refuse de rentrer dans le système ou d'accepter le système. On refuse de se soigner aussi. Je n'ai pas envie de prendre des médicaments qui vont me faire oublier que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, ça me donne l'énergie de protester, de dire non et de me révolter. Par contre, si je suis soignée, on me renvoie immédiatement dans le marché du travail, on me renvoie directement à... C'était très très bizarre parce que ces 2 épisodes de décompensation maniaque qui m'ont fait atterrir à l'hôpital psychiatrique ont été utilisés par le père de mes enfants pour récupérer la garde totale des enfants. Donc j'étais en procès, donc là c'était juridiquement que j'étais mise en situation. Donc, je suis malade. Vous pouvez juste formuler votre question, peut-être. Mais je trouve ça assez fort que effectivement la majorité des intervenants parlent de maladies ou de problèmes de santé mentale ou il y a la psychologisation. Des questions sociales. Des questions sociales. Merci beaucoup. C'est réellement de la révolte et du non. D'accord. Et du refus du consentement. Merci pour votre intervention. Donc, je me tourne vers notre panel pour peut-être, malheureusement, ce qui sera un dernier tour d'intervention. Je sais que c'est très frustrant, mais voilà, on arrive tout doucement à la fin. Donc, je vais d'abord donner la parole à Max. Oui, par rapport justement, pour faire le parallèle avec les personnes trans, et c'est vrai que j'ai malheureusement moins eu l'occasion de parler des personnes intersexes, mais pour les personnes trans, étant donné qu'on est dans le manuel de psychiatrie, effectivement, si on ne répond pas aux normes sociétales, notre risque encore à l'heure actuelle en Belgique, c'est de se retrouver à l'hôpital psychiatrique. Et certaines et certains des personnes que nous suivons ou bien qui nous contactent ont eu cette désagréable surprise d'avoir des parents, voire des médecins, qui les ont obligés, forcés à aller en hôpital psychiatrique. Ce n'est pas il y a 20 ans, c'est il y a maintenant. Donc voilà, on est là. Et puis, pour les personnes inter, si je veux résumer mon propos, là, ce n'est pas l'hôpital psychiatrique, ce sont les mutilations génitales à l'âge de 3 mois. C'est de la pathologisation parce que les normes, les corps ne sont pas conformes à une norme que la société a décrétée binaire et vraiment hyper stricte, alors que c'est vraiment cette médecine crée des corps malades à partir de corps sains. Et donc, c'est aussi de la pathologisation. Voilà. Merci beaucoup. André? Je retiens en particulier un mot que vous avez dit, l'infantilisation des patients, en santé mentale comme en santé physique. Quand un professionnel veut exercer son pouvoir, il va vous infantiliser. C'est sa façon de cacher son pouvoir, mais vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous n'êtes pas un adulte, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Donc, je sais ce qui est bon pour vous. Et je pense que là, il faut qu'on arrête de travailler pour les professionnels de santé, pour des patients, mais plutôt de travailler avec des patients et en faire des partenaires de leurs soins. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Roxane... Oui, merci pour votre témoignage, votre partage et votre analyse. Ce qui m'interpelle, c'est un peu ce qui m'a... Quand vous faites de la psycho et qu'en même temps vous avez une analyse politique, etc., à un moment vous vous demandez si en fait il ne faut pas juste abandonner la psychologie et changer le monde.
Voilà, parce que grosso modo. Sauf que, effectivement, on sait que c'est un peu trop simple et pourquoi est-ce que il ne faut pas mettre ça en tension? Ce qui est injuste, c'est que c'est comme si on n'avait plus l'espace, on n'a plus l'espace pour pas aller bien en fait. Sauf que pas aller bien, ça fait partie de l'humanité. Souffrir, ça fait partie de l'humanité. Et il n'y a pas d'espace pour ça, il n'y a pas d'alternative. Et c'est pour ça qu'une des options pour moi, c'est à la fois continuer à faire mon travail de professionnel dans un cabinet privé, mais en même temps faire des liens avec d'autres, avec des espaces thérapeutiques qui sont partout présents dans la société. Donc des espaces de solidarité, des espaces de lien social, des espaces associatifs. Dans notre travail clinique, on ne peut pas avancer si on ne peut pas se soutenir d'espaces comme ça par ailleurs dans la société. Donc c'est de faire des liens et des ponts entre les espaces plus professionnalisants et en fait la société dans son entièreté et d'un peu plus fluidifier, faire des... Voilà. Merci beaucoup. Geneviève, le mot de la fin. Juste très vite, en revenant sur le mot consentement, il y a vraiment deux choses. Si on dit, quand je dis non, c'est non, c'est-à-dire je redouble dans une relation interindividuelle, je redouble quelque chose, ça a été souligné tout à l'heure par Roxane, qui est inaudible. Ça, c'est une chose. Et votre témoignage dit autre chose, dit ce que j'appelle, moi, et ce que vous avez appelé vous aussi autrement, le refus de consentir. Donc la question, elle est à la fois interindividuelle et collective. Et votre témoignage montrait bien qu'il faut prendre les deux dimensions, mais que ça ne nous emmène pas nécessairement sur les mêmes chemins. D'où la difficulté de ce terme consentement. Mais pour moi, l'idée de n'en faire qu'une affaire interindividuelle est une erreur. Une erreur parce que de interindividuel vient justement la représentation du collectif. Et vous ne pouviez pas mieux le dire. Merci beaucoup à notre panel. Et merci à vous, notre cher public. J'espère que cette soirée vous aura apporté des éclairages. Le Festival des Libertés se poursuit encore pendant 5 jours. J'espère vous voir nombreux et nombreuses à d'autres occasions. Merci beaucoup et à bientôt.